Salut les amis, alors j'espère que vous vous portez bien. En me voyant ainsi, vous aurez peut-être une sensation de déjà-vu. Eh bien, détrompez-vous, je dirais même préparez-vous, car ce qui se cache là-dedans, c'est ni plus ni moins que ce qui va être la plus belle pièce de ma collection japonaise. Et Dieu sait que cette collection est déjà très large, puisque je vous ai déjà présenté au fil des années des armes en provenance des ateliers japonais Aramaki ou Horinuchi. On a déjà vu une Tsuba provenant de l'ère Kamakura, on a vu une estampe venant de l'école Kano, on a déjà parlé des originaux de Tamarski comme celui-ci. Et puis plein d'objets que j'ai pu vous ramener du Japon. Et bien ce qui se cache là-dedans, c'est bien au-delà de ça, c'est un fantasme, un véritable rêve que je nourris depuis des années, quelque chose que je rêvais d'avoir dans ma collection. Maintenant, c'est chose faite, j'ai hâte de vous le présenter. Ça représente pour moi la symbiose parfaite entre art et art martial, l'histoire du Japon à son paroxysme, sa culture, enfin bref, on va pouvoir étudier tout cela ensemble à travers cet unboxing très particulier et à travers ce tuto dédié à l'Institut Adachi. C'est parti! Alors les amis, je vous propose de démarrer tout de suite par l'unboxing de ce petit paquet qui vient de Tokyo, plus précisément de Shinjuku et plus précisément de l'Institut Adachi, mais ça on en parlera juste après. Alors, j'ai déjà commencé à ouvrir le carton pour gagner un petit peu de temps. Il y a des choses que l'on va découvrir ensemble, rassurez-vous. Alors, on a déjà un petit courrier qui est attaché... non, il n'y a rien derrière. Qui est attaché et je vais le lire, tout simplement. Je ne sais pas, je le lis, je le découvre en même temps que vous. Je pense que c'est la facture. Et effectivement, avec une petite signature qui date du 15 novembre, puisque la commande était passée grosso modo à la mi-novembre, et qui est signée de Aoi Watanabe. Voilà, c'était la personne qui s'est occupée de ma commande, avec une petite facture à la clé. Merci beaucoup pour votre commande. Bon, c'est écrit en anglais, bien sûr, puisque c'est le pôle de vente internationale de l'Institut qui s'est occupé de ma commande, puisqu'ils sont d'habitude autant destinés à l'export à l'international que les commandes purement japonaises. Alors, ouais, je vais peut-être le prendre de ce côté-là, visiblement. J'ai un carton. Alors, est-ce qu'il va venir ce petit? Oui. Voilà. Hop, donc ça, je le mets sur le côté. Ici, j'avais dans ma commande spécifié, tiens, voilà, un petit sac. En fait, en spécifiant que c'est un cadeau, donc il y a un petit, vous voyez, un petit support cadeau, un petit sac cadeau. En fait, ça permet surtout de ne pas payer les frais de taxe de douane. À savoir, quand vous faites des commandes japonaises, le fait de dire que c'est un cadeau, ils ne spécifient pas le prix à l'extérieur sur le paquet la plupart du temps, et ils mettent que c'est un cadeau, et donc le montant ne peut pas être calculé pour faire une entrée de taxe de douane en France. Donc c'est plutôt valable. Et donc ici, voilà, j'ai cette petit dessin, voilà, précisément comme ça. Non, comme ça. Hop. On a reconnu tout de suite le travail d'Okusai. Voilà. Ah bah c'est une enveloppe, d'accord. Donc je vais la réouvrir. Voilà, une petite étiquette Adachi qui est là. Et ah oui, il y a des choses là, des choses à lire. Tac. Ici, on a... Alors, est-ce que c'est... Oui, ok, c'est détaché. On a un petit papier. Je vous le lirai tout à l'heure. On a... Ah oui, bien. C'est ce qu'il y a sur le site internet. Je vous montrerai le lien tout à l'heure. Il y a un petit rappel de la méthode de fabrication artisanale traditionnelle. Et puis, voilà, en dessous, voilà, on y arrive. On y arrive à l'œuvre majeure. Vous aurez peut-être trouvé ce que c'est. Et je vous la montre. La voici. L'estampe traditionnelle, véritable estampe, avec ses passages de couleurs, cette méthode traditionnelle de la grande vague de Kanagawa. Et alors je vais essayer de la filmer pour qu'on puisse avoir le relief, notamment de l'écume des vagues qui explose un petit peu dans le décor. Parce que cette écume est en relief, justement. Donc je sais pas, alors après je vais jouer peut-être un peu sur la lumière. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je vais essayer de l'installer comme j'avais fait avec l'estampe qui venait de l'école Kano. Est-ce que je peux la sortir ou pas? Ouais, ça a l'air compliqué. Je vais essayer de la mettre comme ça.
tac, voilà. Ah, c'est pas mal comme ça, ok. Donc, vous connaissez cette œuvre sous le nom de la Grande Vague de Kanagawa ou la Grande Vague de Kusai. Son nom japonais, c'est Kanagawa Oki Namimura. Kanagawa Oki, c'est au large de Kanagawa. Nami, c'est la vague, comme la technique martiale de Tekishodan, lorsque l'on remonte le pied à l'intérieur vers la cuisse. Nami, c'est la vague, voilà, comme Namigaishi. Et Mura, c'est un kanji spécifique qui se dit aussi Yura. Et ça tombe bien parce qu'on a fait un petit tuto sur Omote et Yura. Et on a vu que Yura, ça signifie énormément de choses. C'est pas juste à l'intérieur de la vague, c'est pas juste l'imagerie d'être à l'intérieur physiquement, mais il y a un sens japonais extrêmement profond dans ce qui ne se montre pas. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le symbole physique de la vague, mais il y a aussi le symbole de ce que représente la vague, cette philosophie, et ce Yura en fait mention d'une certaine façon. Donc on ne va pas tomber dans un cours d'histoire de l'art, rassurez-vous, mais en tout cas c'est pour vous dire qu'il y a un vrai lien permanent dans la culture japonaise entre ces omote et yura. On en a déjà parlé dans les rapports sociaux, dans les rapports martiaux. Et bien là, ça fait aussi voilà, cette appartenance avec ce yura qui signifie bien plus que l'intérieur physique d'une vague qui serait devant soi. Donc, cette œuvre-là, elle a été faite en 1830 donc par Katsushika Hokusai. C'est l'œuvre la plus connue d'Hokusai, c'est la plus répandue dans le monde. C'est celle qui a aidé aussi à, on va dire, l'exportation de l'art japonais à l'ère Meiji, à l'ouverture des frontières. Et justement, Hokusai a réalisé cette grande vague en 1830, entre 1830 et 1832. Et c'est à cette période-là qu'ont eu lieu leurs premières publications, les premières éditions. Parce qu'on parle bien de publication. Elle a été publiée en 1830, 31, 32. Parce qu'on ne parle pas d'œuvre unique. Il n'y a pas d'original. On l'a déjà vu cet été lorsqu'on parlait justement des estampes. On confond souvent comme ça, de prime abord, la calligraphie et l'estampe. Ce sont deux procédés qui n'ont rien à voir et qui sont vraiment très différents. Une calligraphie, il y a un original, il y a de l'encre, il y a du papier et il y a un original. Et puis après, il peut y avoir des reproductions. Ici, ce n'est pas le cas. On a une œuvre qui appartient à un auteur qui a dessiné son œuvre sur un washi, sur un papier très fin. Et ce washi, cette œuvre originale, a été détruite lorsque les bois ont été gravés, parce que l'idée c'est, ici on a 8 passages d'encre, on va donc créer 8 bois différents, 8 gravures sur des planches de sakura, parce qu'à l'époque ils utilisaient du sakura qui est à la fois très dur mais également très précis, on va dire, dans les angles lorsqu'on l'a taillé, assez résistant aussi, pour pouvoir faire des impressions. En fait, ces 8 bois représentent chacun une couleur que l'on peut trouver ici sur l'estampe, et on prend un papier spécifique, que l'on va mettre sur le premier bois, on va appliquer la première couleur, puis ce papier va passer au deuxième bois, on va appliquer la deuxième couleur, et ainsi de suite. C'est un procédé d'impression, donc de publication. L'original est détruit. Donc on va parler ici de premières éditions. Par exemple, il y a des éditions très anciennes, et puis il va y en avoir plein au fil des années. Ça fait depuis 150 ans qu'il y a des éditions, grosso modo, de la Grande Vague de Kanagawa, plus ou moins traditionnelles. Donc il n'y a pas d'original. Et c'est vrai qu'on entend souvent un peu tout et n'importe quoi, même dans des séries dédiées à l'art. Il n'y a pas très longtemps, si vous vous souvenez, TF1 a publié sa plus grande série en termes de coût, 25 millions de dollars, le coût le plus cher depuis l'histoire de TF1 dans une série télé sur Cat Size, sur leur adaptation du manga de Hojo. Eh bien, on se rend compte que ça parle d'art, de voleuse d'art, donc le contexte sous-jacent permanent, c'est la référence aux œuvres artistiques et notamment japonaises. Bon, sur 25 millions d'euros, j'ai dit de dollars, mais non, c'est 25 millions d'euros, ils auraient pu réserver une petite partie de cet argent-là pour engager un mec qui connaît un peu l'histoire de l'art, principalement du Japon, parce que lorsque, dans un des épisodes, il y a un expert qui voit un Hokusai qui se dit « Ah, mais c'est un original, c'est une estampe, c'est un original ». Bah non, Coco, il n'y a pas d'original, donc il n'y a que des éditions. Donc pour se procurer une grande vague de Kanagawa, aujourd'hui il n'y a que 2 ou 3 procédés, en fait il n'y a que 2 vrais procédés. Soit vous vous tournez vers des reproductions numériques, il y en a plein, hein, c'est ce qu'on trouve un peu partout, dès que vous avez la possibilité d'acheter une grande vague, c'est une reproduction numérique. Soit vous avez une estampe traditionnelle avec ses bois, avec ce procédé de colorisation et ainsi de suite. Et donc plus le procédé, on va dire, est fidèle aux méthodes traditionnelles ancestrales, donc aux méthodes ancestrales, c'est pas si vieux que ça, mais aux méthodes employées en 1830, plus les procédés sont fidèles, plus les techniques sont les mêmes, plus les outils sont les mêmes, plus les encres sont les mêmes, puisque n'oublions pas qu'à l'époque, les encres sont quand même très spécifiques.
On a aussi ce bleu de Prusse qui vient de l'étranger, qui a été réalisé une centaine d'années plus tôt en Allemagne. Et là, ici, je crois que c'est un bleu de Prusse qui vient des Pays-Bas. Donc, on a gardé exactement les mêmes choses. Et donc, plus on se rapproche de ces valeurs traditionnelles, plus le prix va monter, évidemment. Et évidemment, plus on va se rapprocher d'une édition ancienne, plus proche des premières éditions, et plus le prix va flamber. On l'a vu cet été lorsque l'on parlait des galeries d'art, notamment celle de Rouen, celle de la galerie Uchiwa. On avait vu qu'une grande vague de Kanagawa s'était vendue 2,8 millions de dollars aux États-Unis. Voilà, donc c'était une des premières éditions, c'était peut-être pas la première, mais en tout cas, ils avaient réussi à dater le papier et ainsi de suite pour se rendre compte que c'était une des éditions qui était une des plus anciennes, une des mieux conservées, une des 20 plus belles, on va dire, éditions. Parce que les bois, au bout d'un moment, ils finissent par être moins précis à force de faire des passages, et donc il faut les changer, il faut les détruire, il faut les changer. Et c'est comme ça qu'on peut avoir parfois des éditions qui sont très fines et des éditions qui sont parfois un petit peu différentes. On en avait parlé lorsqu'on en avait abordé le thème de l'école Kano. Alors ici, on a une édition qui vient des ateliers de l'Institut Adachi. Et donc je reprends le petit papier qu'ils ont envoyé tout à l'heure là, avec celui-ci. Donc celui-ci, je vais vous le mettre aussi en lien par rapport au site internet. Donc on a visiblement deux choses. Je pense que là, on a le texte de ce qu'est la grande vague de Kanagawa, visiblement. On a une sorte de petit historique. Et de ce côté-là, on a le procédé. Et donc on a bien nos 8 bois, nos couches, on a notre procédé, donc je vais vous le montrer, on a aussi les encres, on a le procédé sur le site internet et la présentation de ce qu'est l'Institut Adachi. Et donc l'Institut Adachi, il est extrêmement important au Japon. Hop, je pousse ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, donc c'est un institut qui a été créé une centaine d'années, en 1928, par maître Adachi. Et son but, c'était, à l'ouverture des frontières à l'arrivée de l'ère Meiji, on a vu que l'art japonais a vraiment été diffusé partout dans le monde. Il a eu un impact extrêmement significatif, notamment en France, parce qu'on a vu beaucoup de peintres, d'impressionnistes comme Van Gogh, comme Monet, s'inspirer au point de copier et au point de créer un style qui s'appelait ensuite le japonisme, par exemple. Il y en a qui avaient des jardins japonais chez eux, enfin bref, ça a créé vraiment quelque chose, ça a créé des échanges entre guillemets artistiques entre la culture artistique française et mondiale et japonaise. Et en fait, Adachi, la première chose qu'il a voulu faire en créant son institut, c'était pas forcément un institut, c'était une maison d'édition. C'était éditer et rééditer des œuvres japonaises, des estampes, pour pouvoir aider leur diffusion à travers le monde. Mais il s'est aussi rendu compte de quelque chose, c'est qu'il a voulu lutter contre les techniques de reproduction modernes, de plus en plus modernes, les nouvelles technologies qui permettaient de faciliter la reproduction, mais en perdant l'aspect justement traditionnel. Et donc, il a vite basculé vers un institut dont le but était de former et de préserver les techniques traditionnelles, ancestrales des estampes. Donc pour ça, il a récupéré des anciens de l'école Kano, il a aussi formé des maîtres, il a récupéré des grands maîtres graveurs, parce qu'en fait, quand on parle ici d'estampes, par exemple, ici de la grande vague d'Okusai, Okusai, lui, il a créé, on va dire, son original, entre guillemets, qui n'existera plus à la gravure des bois, mais il a créé son dessin. Mais il y a tout un processus qui implique beaucoup d'artistes. Il y a les graveurs de bois, il y a ensuite les imprimeurs qui vont passer les encres avec des espèces d'éponges, on va dire, pour que le papier s'imbibe plus ou moins à certains endroits. Et puis il y a ensuite les éditeurs. Donc c'est un processus qui va engager beaucoup d'experts et beaucoup de personnes. Donc, automatiquement, l'atelier Adachi a besoin de former aussi différents corps de métier dans le respect de ce qui s'est fait à l'époque. Donc, ils ont un but de préserver, de conserver, de faire perdurer dans le temps ces anciennes traditions et aussi de pouvoir préserver l'ukiyo-e. Parce qu'il y a au XVIIe siècle, c'est ce moment-là que les estampes ont vraiment explosé au Japon avec justement cette méthode de représentation parfois fictionnelle de la réalité à travers l'ukiyo-e. Donc l'atelier Adachi aujourd'hui, c'est un rôle de préserver, de former bien sûr, de rééditer des grandes œuvres japonaises en essayant d'être le plus fidèle possible et pouvoir aussi travailler avec des musées à travers le monde. L'Institut Adachi est très populaire. D'ailleurs, la galerie d'art à Rouen, Uchiwa, qu'on avait visité ensemble, travaille avec l'Institut Adachi très précisément parce qu'ils savent que c'est là dont vient justement le travail le plus qualitatif japonais à l'heure actuelle sur les estampes, sur la réédition des estampes. Et donc ici, on a une estampe moderne pour le coup, puisque je pense qu'elle a été faite peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être un petit peu plus, par des jeunes japonais talentueux qui sont formés spécifiquement, mais ça a été fait avec
tout le matériel et tout le savoir-faire qui était utilisé en 1830. C'est-à-dire que c'est gravé sur des bois de sakura, on a exactement les mêmes pigments, les mêmes encres, on a ce bleu de Prusse qui, à l'époque, déjà dérogeait, puisque c'était plus une encre naturelle, c'était une encre synthétique. Donc il y a toutes ces valeurs-là, on a vraiment tout ça ici, et on a même les outils d'origine que le site présente très bien, l'Institut présente les outils, présente la méthodologie, et on a même une page dédiée à la grande vague de Kanagawa. C'est un petit peu le document que je vous montrais tout à l'heure, où on voit le passage de chaque bois, de l'application de chaque encre, et on a aussi la gravure des bois, on a le matériel utilisé, on a la philosophie, on a un petit peu tout ça. Donc automatiquement, avoir ici une vague qui se rapproche un peu de l'original, c'est assez exceptionnel, et je vais donc faire quelques plans spécifiques, parce que avoir une estampe, c'est aussi avoir, comme je vous disais, un petit peu une légère tridimensionnalité. On n'a pas juste une impression à plat. Certaines estampes en jouent beaucoup, on l'a vu à la Galerie Uchiwa, il y a certaines choses qui ne se voient pas à l'œil nu, en tout cas pas à travers un écran d'ordinateur, mais lorsqu'on l'a, on voit que tout d'un coup, il y a un relief, il y a des encres, comme l'école Kano le faisait sur l'estampe que je vous montrais il y a quelques semaines, où le pont en fait est fait entièrement avec une encre argentée. Ça, on ne le voit que lorsque l'on a l'estampe dans les mains. Sinon, on a un gris sur l'informatique. Là, c'est un peu pareil. On a ici des petites taches blanches qui représentent l'explosion des vagues, l'écume. Eh bien, ces taches-là sont en relief parce que ce sont des surcouches de peinture les unes derrière les autres. On a un papier ici qui est aussi, comme d'habitude, un papier organique. Je ne sais pas si elle est peut-être fixée. Ah non, elle est fixée par le haut. Donc on a aussi un petit relief. Tiens, on a un petit tampon en bas, juste là, rouge, hop, juste là. Voilà, hop, juste là. Je vous le montrerai aussi tout à l'heure. Et on a donc cette reproduction des ateliers Adachi. Pour moi, ça semblait assez important aujourd'hui de vous parler en fait du travail de conservation de cet institut. Parce qu'on a toujours ce rapport, pour moi, entre Hokusai, pour moi c'est le rapport premier, Lukiyo-e, Bakin. Bakin, c'était les 8 chiens des Satomi, on en a déjà parlé, c'est cette culture fantastique, martiale, japonaise. Ils ont aussi beaucoup, avec l'école Kano, travaillé sur le Di du Genji et aussi sur cette représentation martiale, sur cette représentation, le Di du Genji, on en parlera véritablement parce que c'est quand même le premier roman de l'histoire de notre civilisation mondiale. Donc il y a quand même quelque chose de très impactant. Il date de l'ère Heian, donc c'est pas innocent non plus. Enfin, c'est quelque chose qui va rapporter une situation sociale qui existait avec la preuve de ce qui existait véritablement, puisqu'elle ne pouvait pas écrire que ce qui n'existait pas. Donc on a des rapports comme ça qui sont très intéressants, et notamment donc, dans les 8 chiens des Satomi, on a ce rapport martial, ce rapport guerrier, ce rapport aux armes, ce rapport au bushi, que savent très bien mettre en scène les grands calligraphes et les grands estampeurs, pour le coup, de l'époque de Maître Hokusai. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter cette grande vague de Kanagawa qui va avoir une place toute privilégiée, je vous la montrerai un petit peu plus tard, ici au dojo, et vous présenter donc les ateliers de l'Institut Adachi qui préserve encore aujourd'hui ce savoir-faire. C'est ce qu'on recherche tous, c'est ce que je recherche moi en tant que passionné du Japon, passionné d'histoire, passionné, on va dire, de cohérence et de sens. Lorsque j'achète une tenue martiale, j'aime bien quand ça vient de certains ateliers au Japon qui font les choses de manière traditionnelle, avec un piqué, avec quelque chose qui vient d'un savoir-faire artisanal. Et bien là, pour le coup, c'est le cas, donc je suis particulièrement ravi. Allez, c'est tout ce que je pouvais vous dire cette semaine. Essayez de faire une bonne semaine martiale de votre côté. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vous aussi des petites passions, des marottes comme ça, on va dire des péchés mignons sur ce qui peut exister au Japon, s'il y a des choses que vous aimez avoir de manière plus traditionnelle aussi, pour le coup, entre ça et un tirage numérique, vous vous en foutez complètement, n'hésitez pas en tout cas à m'en parler, c'est plutôt cool de pouvoir échanger sur le sujet. Je vous dis à lundi prochain, d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.